années 30, 40, 50, on croyait que la tumeur, donc c'est le sein et l'expansion est locale. Et c'est comme ça qu'au début, le traitement consistait essentiellement en une chirurgie ultra radicale avec des traitements comme le HTED, enlevant la mastectomie totale avec les muscles pectoraux. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte que le problème ne siège pas en loco-régional. Ce n'est pas le sein ou les ganglions qui sont prioritaires en matière d'extension, mais c'est l'extension systémique. Et c'est de là où naît cette idée de maladie systémique ou maladie générale. Donc, le cancer du sein présente deux volets. Il y a le volet loco-régional par l'atteinte du sein et des ganglions axillaires homolatéraux au début. Et puis, donc, bien sûr, les micrométastases à distance. Comme vous savez, même au début, au T2 par exemple, ou T1, il y a 20% de métastases à distance. Et c'est ce qui fait toute cette... pardon. Donc là... Alors, le cancer du sein, on a dit que reste le cancer le plus fréquent chez la femme marocaine. Jusqu'en 1986, donc c'était le cancer du col qui était le plus fréquent. Et depuis cette date, il y a une conversion, donc il y a une augmentation des taux ou de la fréquence du cancer. Actuellement, c'est le cancer le plus fréquent. Donc, d'après nos registres de cancer à l'échelle de Casablanca, à l'échelle du Maroc, le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer. Et survient essentiellement chez la femme âgée, entre 50 et 74 ans. Et puis, il y a différents types de cancers du sein en fonction, bien sûr, de la partie où il se développe. En général, plus que 95% sont des adénocarcinomes, c'est-à-dire c'est des cancers qui sont développés au niveau de la glande mammaire. Ce sont des cancers, en majorité des carcinomes intracanalaires, parfois lobulaires, et qui sont d'abord in situ, puis invasifs plus tardivement, puis métastatiques. Donc, ils suivent l'évolution, comme vous savez, de tous les cancers. D'abord, lésions prénéoplasiques, cancer in situ, cancer micro-invasif, puis extension à distance. Et puis, donc, depuis une dizaine d'années, avec l'essor de l'oncogénétique, on s'est avéré que parfois, le cancer survient chez des femmes qui sont plus jeunes. Et c'est de là où donc, est née cette notion de cancer familial ou cancer du femme chez la femme jeune, qui reste une entité un peu particulière où il y a le facteur génétique qui intervient. Le diagnostic du cancer du sein repose sur un trépied diagnostic. D'abord, l'examen clinique, essentiellement, puis le couple échographie-mammographie, qui est pièce angulaire, qui permet, et donc ce couple échographie-mammographie, examen clinique, pose l'indication d'une exploration par une biopsie. Et c'est donc cette biopsie qui affirme ou confirme sur des prélèvements biopsiques la nature anatomopathologique et précisera les autres facteurs diagnostiques. Il est d'abord suspecté soit lors d'un dépistage organisé ou individuel, en absence de tout symptôme. Donc, toute femme qui consulte pour n'importe quelle pathologie doit automatiquement bénéficier d'un examen des seins, un examen clinique à la recherche d'un nodule du sein, ou bien devant l'apparition de symptômes mammaires, soit un nodule le plus souvent, donc 90% des formes nodulaires sont les plus fréquentes. Parfois, on peut voir un signe, donc une douleur mammaire, mais qui est exceptionnelle. On sait que le cancer du sein, malheureusement, n'est pas douloureux. C'est ce qui explique le retard au diagnostic. Ou devant l'apparition d'autres symptômes, donc une galactorrhagie par exemple, des signes cutanés, une rougeur cutanée, une adénopathie axillaire, sont autant de symptômes d'alerte et toute anomalie au niveau du sein impose un examen méthodique, donc fait de façon de cadran par cadran, de façon bilatérale, sans oublier les prolongements axillaires, les sensaux mammaires, et se termine bien sûr par un examen des aires ganglionnaires axillaires et susclaviculaires à la recherche d'une adénopathie susclaviculaire qui signe une métastase, comme vous le savez. Alors, le bilan standard, c'est la mammographie complétée par l'échographie qui permet de classer
donc devant tout nodule du sein. Donc, quand on est devant un nodule du sein, est-ce que c'est bénin? La question qui se pose, est-ce que c'est un nodule bénin ou malin? Et là, l'échomammographie va orienter vers donc, la malignité. Il y a des signes qui sont spécifiques, et puis permettra de classer soit ACR1 quand c'est normal, ACR2 quand il y a une pathologie bénigne, ACR3 quand il y a une pathologie qui pourrait être bénigne mais qui nécessite donc une exploration 6 mois après. Pour les lésions qui sont toujours classées ACR4 ou ACR5, une biopsie s'impose pour confirmer la nature anatomopathologique de nos yeux. Alors, le traitement, donc on vient de parler du diagnostic. Alors, le traitement du cancer du sein comporte 2 volets. J'ai essayé de simplifier. D'abord, un traitement loco-régional qui va être axé sur le sein et les ganglions axillaires. Et donc, ce traitement loco-régional repose sur 2 points capitaux, qui sont la chirurgie, qui devient de plus en plus une chirurgie conservatrice, la place du traitement radical, les mastectomies et tout ça, et sont des places restreintes lorsqu'on voit des patients au stade du début, et la radiothérapie, que ce soit sur le sein ou sur la paroi thoracique pour lorsqu'on fait une chirurgie radicale. Et un deuxième volet qui vise les micrométastases, c'est là où on a affaire à la chimiothérapie, selon des protocoles bien précisés en fonction des stades, que ce soit en pré-opératoire, ce qu'on appelle la chimiothérapie néoadjuvante, ou post-opératoire, ce qu'on appelle l'hormono ou chimiothérapie adjuvante. Et puis, avec maintenant l'essor de la biologie moléculaire, la recherche des récepteurs hormonaux, la recherche de récepteurs à l'herceptine ou test à l'herceptine, le HER2, lorsqu'il est positif, là, l'indication des thérapeutiques ciblées devient importante. Voyons d'abord comment faire le diagnostic du cancer du sein. Alors, tout d'abord, quels sont les signes révélateurs? D'abord, les signes révélateurs, ça peut être un trouble fonctionnel, tel un nodule palpable, une augmentation du volume du sein, une ulcération du sein qui ne guérit pas. Toute ulcération qui dépasse 1 mois doit être biopsiée. Toute lésion érythémateuse ou squameuse évoquant une maladie de Paget du sein. Un écoulement unipore, alors qui est essentiellement unipore sérosanglant, mamelonnaire, impose donc une exploration par la cytologie, par la galactographie et éventuellement une IRM. Devant une adénopathie axillaire ou une tumeur persistante, voire des mastodinies rarement. Le cancer du sein n'est pas douloureux. Devant toute lésion apparemment bénigne pour la patiente, l'exploration s'impose. Alors, malheureusement, au stade plus avancé, la découverte peut se faire devant une complication, telle qu'une altération de l'état général, une cachexie par exemple, ou devant un stade avancé, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle du cancer du sein évolué. Malheureusement, on voit encore des tumeurs ulcéro-nécrotiques qui sont avec une extension cutanée et parfois hémorragique, parfois même des tumeurs ulcérées, végétantes ou donc ou abcédées au niveau donc tout abcès du sein impose donc un drainage avec une biopsie des berges pour éliminer un cancer évolué du sein. La découverte peut se faire devant un sein inflammatoire qui est une entité anatomoclinique particulière, ce qu'on appelle les seins en poussée évolutive. Nous allons le voir dans les formes cliniques. Donc la découverte aussi, comme c'est pas douloureux, ça peut évoluer très longtemps et la découverte peut se faire devant une urgence, telle qu'une phlébite, une embolie pulmonaire, une dyspnée avec des signes d'obstruction respiratoire haute par des adénopathies médiastinales, par exemple, un syndrome d'hypertension intracrânienne en rapport avec des métastases cérébrales, une compression médulaire avec des métastases osseuses médulaires, compression cave supérieure, épanchement pleural ou acide ou péricardite qui sont évocateurs d'une tumeur maligne. Parfois, la découverte peut être plus précoce grâce au dépistage
Et c'est là donc l'intérêt de cette question, c'est le cancer du sein peut être découvert par un dépistage systématique de masse. Il y a des pays où le dépistage est systématique, tels que les pays scandinaves, où donc on fait ce qu'on appelle un dépistage de masse. On va dans une banque et on fait une mammographie à toute femme qui a plus de 46 ans. Ça demande beaucoup d'infrastructures, ça demande beaucoup d'argent. Même la France ne peut pas faire un dépistage systématique de masse. La découverte peut être faite par un dépistage orienté. C'est une patiente où il y a des patientes à risque, par exemple, lorsqu'il y a un terrain personnel, des antécédents ou des facteurs de risque, on va le voir tout à l'heure, ou devant une enquête familiale, donc lorsqu'il y a un cancer du sein chez une femme jeune, moins de 40 ans, moins de 36 à 40 ans, ou lorsqu'il y a un cancer du sein au côlon ou un cancer de l'ovaire dans une même famille, une enquête doit être faite dans toute la famille avec un examen clinique et échomammographie systématique. La découverte peut se faire devant un syndrome paranéoplasique, tel qu'une ulcération, par exemple, cutanée, ou donc une lésion eczématiforme évoquant une maladie de Paget du sein. La découverte peut être fortuite, elle est ou très précoce, hors dépistage. C'est toute patiente qui vient pour n'importe quel symptôme et donc l'examen clinique qui découvre un nodule au stade de début et donc il sera pris en charge et la femme peut être sauvée, bien sûr, donc grâce à cette découverte précoce ou ultra précoce. C'est dire l'intérêt, et là j'insiste sur ça, l'examen des seins doit être systématique. Il fait partie de l'examen gynécologique lorsqu'une femme consulte pour des métrorragies. Donc, on fait un examen clinique, une inspection de la vulve du périnée, un examen du col, des touchés vaginaux, un examen de l'abdomen et on termine par l'examen des seins et des ailes axillaires bilatérales. Et donc, c'est comme ça qu'on peut découvrir des cancers du sein au stade du début, au stade T1, T2, où on peut avoir une guérison, une survie à 5 ans qui dépasse 98% de nos jours. Alors, donc, la patiente consulte devant un nodule du sein, devant une pathologie quelle qu'il soit, donc on fait un examen clinique qui est d'abord un interrogatoire bien orienté sur les antécédents de la patiente, antécédents donc personnels ou familiaux, à la recherche de facteurs de risque. Alors l'âge, donc dans 70%, ce sont des femmes de plus de 50 ans. C'est ce qu'on appelle ça, c'est dans le cancer du sein sporadique. Donc, dans le cancer du sein familial, le cancer survient à un âge plus précoce. Il survient avant 40 ans, donc avant 36 ans. Les antécédents, donc là, bien sûr, le cancer du sein peut se voir chez l'homme, à la différence de la femme. Donc, c'est une forme clinique, on va le voir tout à l'heure. Et puis, il y a la prédisposition génétique. Donc, ça, 5 à 10% des cancers sont on peut avoir une altération des gènes BRCA1 ou BRCA2 ou voire BRC3. Et lorsqu'il y a un antécédent parcimoine de cancer du sein invasif ou de carcinome canalaire in situ ou d'hyperplasie lobulaire atypique, l'hyperplasie ou de cancer lobulaire in situ qui sont considérés comme des lésions prénéoplasiques. Les antécédents personnels d'irradiation thyroïdienne, par exemple, à haute dose, peuvent être un facteur de risque de cancer du sein. Et puis, bien sûr, lorsque la patiente est tabagique, le tabac est un facteur de risque qui est authentifié. La pilule, lorsque l'exposition est au long cours aussi, les pilules œstroprogestatives ou à teneur en oestrogène fortement dosé. Heureusement que ces 20 dernières années, on donne moins d'effets de pilules normaux dosées. Et puis, l'absence d'allaitement, quand vous savez, le sein ne termine sa maturité qu'après la grossesse et l'allaitement, puisque le sein est destiné à l'allaitement. Et on sait que les femmes qui allaitent font beaucoup moins de cancer du sein chez les femmes qui n'allaitent pas. Alors, après, donc, c'est l'examen clinique, après l'interrogatoire, il faut passer par un examen
position assise, l'examinateur en face de la patiente. On commence alors à faire un examen sein par sein, avec une main plate, avec une palpation, cadran par cadran, sans oublier les prolongements axillaires et sensu-mammaires, et bien sûr en position assise, en position couchée, en position penchée en avant, et on termine par un examen des creux axillaires de façon bilatérale. Et bien sûr, donc on termine ainsi un examen gynécologique et un examen général. Alors, plusieurs tableaux cliniques peuvent être observés. Donc, le plus fréquent, c'est le nodule du sein. Alors, donc, devant un nodule du sein, il faut d'abord chercher est-ce qu'il est bénin ou malin. Un nodule, le nodule du sein, et vous savez que les adénofibromes mammaires, les tumeurs bénignes du sein sont les plus fréquentes. Et on est devant un nodule, on cherche des signes de malignité. Lorsque on sait que le nodule est indolore, lorsqu'il est dur, lorsque les contours sont irréguliers, lorsqu'il est adhérent à la peau, lorsqu'on fait un signe du capitonnage, hein, on trouve une rétraction, un aspect en drap plié. Lorsque le nodule est adhérent au muscle grand pectoral grâce à la manœuvre de Thibaut, donc une adduction contrariée du bras, en mettant en tension le grand pectoral, et c'est comme ça qu'on cherche l'adhésion au grand pectoral. Une infiltration mammaire sous-cutanée, donc réalisant un aspect œdématieux du sein, lorsque le nodule est associé à une ulcération ou un bourgeon hémorragique, ou lorsqu'il y a une adénopathie axillaire mobile ou fixée. Et donc, devant tout nodule du sein, il faut passer au couple mammographie, échographie mammaire et éventuellement donc l'anatomopathologie. Alors, sur le plan mammographie et échographie mammaire, on cherche donc les signes de malignité aussi. Alors, l'infiltration et l'envahissement se manifestent généralement par des opacités qui sont à contours spiculés, irrégulières. C'est ce qu'on appelle l'aspect stellaire de l'opacité, une opacité stellaire, et donc 90% maligne. Alors, ou lorsqu'il y a des microcalcifications en amas ou au même endroit et un peu à distance. Donc, lorsque on a des microcalcifications, là aussi, c'est un signe de suspicion de maligne. Et c'est grâce à l'échographie complémentaire qu'on détermine le score échomammaire de Biard, donc bref, infiltration du sein, et c'est comme ça qu'on classe les nodules. Alors, dès que le nodule est classé Biard 4, 3, 4 ou 5, il faut passer à l'anatomopathologie. Alors, reste à dire que pour les marqueurs tumoraux, présentent juste un intérêt dans la surveillance et n'ont aucun intérêt diagnostique. Alors, par contre, lorsqu'on est devant un nodule du sein classé ACR4 ou ACR5, il faut passer à une biopsie, donc soit des arguments qui sont les arguments de certitude, sont histologiques ou cytologiques, c'est des biopsies au bistouri, ou biopsies à l'aiguille, ou bien des ponctions à l'aiguille fine. Et là, donc, il permet de confirmer l'aspect malade en montrant des cellules malignes, anarchiques et l'envahissement des tissus normaux. Ça donne une certitude médicale et il précise la variété, la notion utile, c'est une notion utile pour le pronostic et le traitement. On va le voir dans les facteurs pronostiques. Alors, les formes cliniques, nous avons vu la première forme qui est le nodule du sein, qui est la forme nodulaire, qui est la plus fréquente. Il y a d'autres formes qui sont, donc il y a d'abord les formes atypiques, qui sont pseudo-symptomatiques. Alors, c'est la forme monosymptomatique où on voit que le nodule isolé, sans aucune symptomatologie. Parfois, on peut avoir juste une rétraction ou un signe de capiton positif. On ne perçoit pas de nodule. Il y a des formes trompeuses qui sont pseudo. Alors, ce sont donc qui sont devant une opacité arrondie à la mammographie. Les opacités arrondies, c'est en général, la plupart du temps, c'est des tumeurs bénignes, mais parfois, les cancers médulaires peuvent
représente 6% de ces formes nodulaires. Lorsqu'il y a des microcalcifications ou macrocalcifications, ou bien lorsqu'il y a une image échographique qui est atypique. Pour les formes topographiques, donc on voit d'abord, il y a la forme multicentrique où on voit plusieurs nodules au niveau du même sein. Donc là, ces formes multicentriques sont hautement suspectes de malignité et bien sûr doivent nécessiter une échomammographie et une biopsie pour chaque nodule et chaque nodule sera classé à part et la prise en charge, on prendra compte de cette classification. Il y a la forme bilatérale, ça se voit beaucoup chez des femmes ou dans les formes familiales aussi. Il y a les formes anatomiques selon le siège. Donc, le siège le plus fréquent, c'est le cadran supéro-externe droit. Le sein droit ou le sein gauche. Alors, le siège le plus fréquent, c'est le cadran supéro-externe gauche. Mais tous les cadrans peuvent être atteints, sans oublier donc les nodules du prolongement axillaire. Et bien sûr, on peut avoir aussi un cancer du sein sur un sein surnuméraire, soit au niveau axillaire, soit au niveau de la ligne interclaviculaire. Alors, les formes évolutives sont il y a d'abord les lésions prénéoplasiques, ce qu'on appelle les dysplasies, ou bien les atypies, ok? Il y a le carcinome in situ, d'abord, donc une tumeur est au début, donc un cancer est au début in situ, puis elle devient, donc une fois la membrane basale est envahie, on passe à la forme au cancer invasif, puis, donc là, il y a des formes plus étendues, alors où on a une extension à tout le sein, une extension au muscle pectoral, une extension et une extension à la peau, puis une extension, donc il y a le drainage lymphatique. D'abord, il y a le ganglion sentinelle qui est le premier relais, et de là, au niveau de tous les ganglions du creux axillaire, et de là, il y a l'atteinte au niveau des ganglions contralatéraux ou bien au niveau du ganglion susclaviculaire qui est considéré comme étant une métastase. Et puis, donc après, il y a donc l'atteinte sous forme métastatique, des métastases à distance, essentiellement pulmonaires, hépatiques, cérébrales, osseuses. Et bien sûr, parfois, on peut avoir des formes en poussée évolutive. C'est ce qu'on appelle le PEV. Le PEV1, c'est un potentiel évolutif rapide. C'est une tumeur qui double de volume en 3 mois. Une PEV2, c'est une lésion qui présente une rougeur cutanée, une extension due à une lymphangite carcinomateuse, mais qui est en regard de la tumeur. Et le PEV3, qui est le sein inflammatoire, qui est la mastite carcinomateuse, qui est de très mauvais pronostic. Les formes anatomopathologiques ou histologiques, il y a d'abord les adénocarcinomes qui sont les plus fréquents. D'abord, un carcinome est d'abord in situ. Il y a le carcinome canalaire in situ qui est le plus fréquent, puis la maladie de Paget ou adénocarcinome du sein. Il y a le cancer lobulaire in situ ou néoplasie lobulaire in situ ou carcinome tubulaire in situ aussi. Puis les cancers deviennent des adénocarcinomes infiltrants. Et puis il y a les formes rares de carcinomes, qui sont les carcinomes médulaires, mucineux, tubulaires, pas toutes les formes d'adénocarcinome. On peut avoir aussi un carcinome épidermoïde du sein, qui reste une forme très rare, et une forme anatomopathologique. Il y a les sarcomes du sein, qui sont de très mauvais pronostics, soit donc chez des patientes qui présentent des tumeurs phyllodes. Et dans la tumeur phyllodes, actuellement, il y a ce qu'on appelle les sarcomes phyllodes, qui sont les classes 4 ou 5 des tumeurs phyllodes, ou bien les lésions sarcomateuses directes en dehors des tumeurs phyllodes. Et bien sûr, on peut avoir donc une nodule, une tumeur, donc une métastase mammaire d'un cancer, d'un cancer de la thyroïde, par exemple. Il y a les formes donc c'est génétique. Alors là, c'est l'apanage des femmes jeunes, moins de 36 ans. Il y a 3 gènes de prédisposition, le BRCA1, breast carcinoma antigène type 1, 2 ou 3. C'est les formes
familial des cancers du sein. Et donc là, ce qui impose un conseil génétique, donc il a donc l'intérêt de la prévention. Lorsqu'il y a un cancer du sein dans une famille, on essaie de chercher les arguments en faveur du caractère héréditaire. Donc, on cherche soit deux cancers dans la même famille, soit un cancer du sein, soit un cancer de l'ovaire ou un cancer de l'endomètre. Ce sont des cancers qui sont hormonodépendants. Et donc, lorsqu'il y a un cas de cancer, on commence dans une famille. Il y a des familles qui sont étiquetées, qui sont connues, où il y a un antécédent familial de cancer du sein. Et là, on commence la prévention très tôt. Donc, grâce, à partir de 20 ans, une surveillance clinique biannuelle. À partir de 30 ans, on commence à faire des mammographies de façon biannuelle. Alors que, donc, dans les cas sporadiques, le dépistage par la mammographie ne commence qu'à 46 ans. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi proposer des mastectomies des mastectomies sous-cutanées. Alors, donc, bien sûr, sur décision collégiale incluant la patiente, et bien sûr, la surveillance gynécologique et sénologique est régulière, bien sûr, chez toutes ces patientes-là. Les formes de la femme enceinte posent beaucoup de problèmes. Donc, au premier trimestre, on peut instaurer un traitement tout en gardant donc une grossesse. En fin de grossesse, parfois devant une mastite carcinomateuse, on est obligé de faire l'extraction du bébé, donc prématuré, donc commencer le traitement. Lorsqu'on est près du terme, on peut attendre un petit peu la maturité avant de faire l'extraction du bébé. Donc, les formes chez l'homme sont un peu plus graves puisque au début, il y a une extension au muscle grand pectoral. Et donc là, la chirurgie, c'est une chirurgie qui est plus lourde, c'est les seules indications qui restent de l'intervention de H-tête, qui consiste à faire une ablation de tout le sein, avec la peau, la graisse, la glande et le muscle pectoral. En principe, donc, chez l'homme, ce sont essentiellement des adénocarcinomes. Comme vous savez, le sein chez l'homme ne contient que des canaux galactophores. Il n'y a pas d'acini chez l'homme. Et puis, il y a des formes associées qui sont donc soit un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, dans le cadre de cancers familiaux. Il y a le cancer du sein et cancer du côlon, donc le syndrome de Lynch 1 ou 2. Il y a aussi le cancer de l'endomètre qui peut être associé au cancer du sein. Et bien sûr, classiquement, il y a beaucoup de fibroadénomes qui sont associés à un cancer du sein. Et c'est pour ça que chez les femmes qui ont des formes des fibroadénomes multiples, il faut bien faire un suivi régulier et aussi à moindre doute devant tout nodule qui présente des modifications à l'électromammographie. Alors, une fois le diagnostic du cancer du sein est posé, il faut faire un bilan d'extension pour préciser le stade anatomique et le stade moléculaire pour proposer une attitude thérapeutique. Le diagnostic d'extension repose sur les données de l'examen clinique, de l'imagerie et des constatations chirurgicales et le compte rendu anatomopathologique. Il précise l'extension tumorale locale et régionale. Donc, il précise est-ce qu'il y a une extension à la peau, aux grands pectoraux et aux ganglions. Et la recherche d'éventuelles localisations à distance. Donc, il permet d'évaluer le pronostic et, bien sûr, de guider la stratégie thérapeutique. À l'examen clinique, il doit préciser le siège exact de la tumeur, d'accord? Cadran externe gauche le plus fréquent. Les dimensions doivent être calculées en centimètres. Parfois, on fait des schémas, on prend même des photos. On précise l'extension locale à la peau par le signe de capitonnage pour voir est-ce qu'il y a une extension à la peau. Et au muscle grand pectoral par la manœuvre de Thio. Et donc l'extension ganglionnaire grâce au examen clinique des aires ganglionnaires axillaires et susclaviculaires à la recherche du ganglion de Troisier qui est une métastase. Et bien sûr, un examen général à la recherche de localisation à distance, soit devant des signes fonctionnels, tel un signe d'hypertension intracrânienne par exemple, ou bien devant donc un examen clinique général, hépatique et pleural à la recherche d'une extension à distance.
Donc, pourquoi un bilan d'extension? Il bien définir le problème carcinologique, d'abord pour évaluer le pronostic et proposer une stratégie thérapeutique. En matière de cancer du sein, d'emblée, il faut dire qu'on parle de stratégie thérapeutique. Ce n'est pas un traitement ponctuel qu'on donne et c'est terminé. C'est des patients qu'il faut suivre durant au moins 5 ans. Et ce n'est qu'après 5 ans qu'on évalue la survie à 5 ans et qu'on peut déclarer donc des guérisons. L'imagerie précise l'extension tumorale locale et régionale. Donc, on peut demander des radios du squelette, des tomodensitométries, une IRM parfois, est nécessaire donc, pour aider dans un but diagnostique et dans un but de bilan d'extension. L'extension au foie par la co-abdominopelvienne, l'examen radiologique chez les femmes en cas de besoin, la scintigraphie à la recherche de métastases osseuses. Et actuellement, grâce au PET scan, on peut se contenter de faire un PET scan qui donne des renseignements très spécifiques et sensibles et qui permet d'avoir une bilan d'extension bien guidée, donc au niveau local et au niveau général. Parfois, on peut faire une ponction éco-guidée sous scanner lorsque la lésion n'est pas accessible à l'examen direct. Et bien sûr, on recherche toujours un deuxième cancer par des foyers multifocaux dans le même sein ou un cancer de l'endomètre, du côlon ou de l'ovaire. Les traitements histologiques, grâce aux biopsies par les trucutes, actuellement, les biopsies à trucutes donnent beaucoup d'intérêt et on peut nous permettre de faire, de confirmer le diagnostic en précisant les caractères histopathologiques et il permet aussi de nous donner un critère pronostic. Alors, il faut voir donc sur le compte rendu histologique les structures envahies, bien sûr, le type histologique, est-ce que c'est un adénocarcinome, est-ce que c'est un sarcome, le grade histopronostique de Scraf-Blum-Richardson qui classe en fonction donc c'est un grade histopronostique en fonction de la maturité ou l'immaturité des lésions, les facteurs d'agressivité tumorale, le KI67 et le P53. C'est essentiellement le KI67 qui est plus utilisé. Et les récepteurs hormonaux, le récepteur oestrogène en la progestérone, et actuellement, test à l'herceptine est obligatoire pour voir est-ce qu'il y a indication pour les thérapeutiques ciblées. L'examen anatomopathologique permet aussi de préciser si l'histologie a été complète ou non, parce que le traitement chirurgical doit répondre aux critères carcinologiques. Il faut laisser une zone de sécurité, donc au moins 2 cm à distance, ce qu'on appelle les zones saines. Lorsque elle permet de voir le nombre de ganglions qui ont été envahis par rapport au nombre de ganglions totaux. Elle permet de voir est-ce qu'il y a des ruptures capsulaires des ganglions, est-ce qu'il y a des foyers, des emboles vasculaires ou est-ce qu'il y a des foyers néoplasiques en dehors du ganglion au niveau du creux axillaire. Donc après ce bilan d'extension, il faut passer à l'étude de l'évolutivité. L'évolutivité de la maladie est explorée, comme on vient de le dire, par le PEV, le potentiel d'évolution, d'évolutivité tumorale, PF1, PF2, PF3. Et l'étude du terrain est très importante aussi, en précisant l'âge de la patiente. Est-ce qu'elle est tabagique? Est-ce qu'elle prend de l'alcool? Est-ce qu'elle prend du tabac? Est-ce qu'elle a des antécédents pathologiques? Tels qu'une tare, hypertension, diabète, une cirrhose, une artérite, une tuberculose, une bronchopulmopathie. Il faut préciser le poids et la taille de la patiente pour préciser l'état nutritionnel, apprécier l'état général sur l'indice de performance de Karnofsky, prise en charge thérapeutique ou psychologique, prise en charge psychologique, d'abord dans l'annonce de la maladie à la patiente, et bien sûr, il faut créer un climat de confiance entre donc, relation médecin-malade pour essayer de lui expliquer, établir une confiance pour lui d'abord annoncer la maladie et lui expliquer la stratégie thérapeutique pour qu'il y ait une observance, pour que la femme suive son traitement, parce que ça prend beaucoup de temps. Alors, après ce bilan d'extension, il faut classer la tumeur, d'abord. Et cette classification, d'abord, il y a la classification TNM et il y a la classification moléculaire.
Bon, la classification TNM, T, c'est la taille tumorale. On sait que les tumeurs de moins de 3 centimètres sont de plus bon pronostic. Il y a donc aussi, donc le T peut être post-T ou post-thérapeutique, c'est le PT, alors c'est-à-dire la taille après exérèse du nodule. Il y a aussi le N qui est en nodosité ou ganglion, donc qui sont classés de 0 à N3, N1, M2, N3. Cliniquement, une adénopathie mobile est classée N1, une adénopathie fixée est classée N2 et une adénopathie inflammée ou un magma adhérentiel ganglionnaire est classée N3. Et donc l'atteinte histologique permet de préciser la notion de N plus, N-. N-, c'est l'absence de toute extension histologique au niveau du ganglion. N plus, c'est lorsqu'il y a un ganglion ou plus qui est atteint. Et là, donc, on comptabilise le nombre de N plus. On dit que, par exemple, il y a 6 N plus sur 12 ganglions et ça a une valeur pronostique. Pour le M, c'est lorsque les métastases existent, on dit que c'est M1. Lorsque c'est M0, il n'y a pas de. Donc, et lorsqu'on a fait un bilan d'expansion, et lorsqu'il n'y a pas d'adénopathie, c'est un M0, lorsque le PET scan est normal. Par contre, lorsqu'on n'a pas fait de bilan d'extension, on dit que la patiente est MX. Et bien sûr, on regroupe ces tumeurs, cette classification TNM sous forme de stade. Donc, on parle de stade 1, lorsque la tumeur est de petite taille, moins de 2 cm. T1, N0, M0, ou bien stade 2, c'est lorsque le T1, lorsqu'il y a l'atteinte ganglionnaire, donc est classe la T2. Stade T3, lorsqu'on a une lésion de plus grande taille ou lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire. Pour le stade 4, c'est lorsqu'il y a des métastases. En fait, cette classification au stade a un intérêt uniquement pour une évaluation anatomique. Par contre, sur le plan décision thérapeutique, les choses ont changé et c'est pour ça qu'on a vu apparaître la classification moléculaire. Cette classification repose sur donc la recherche des récepteurs oestrogènes progestérone, le Scrab-Bloom-Richardson et le KI67, l'agressivité tumorale, et l'ERCEP test. Alors, on parle de cancer du sein laminal, like, qui sont le laminal A et laminal B. Ce sont des cancers qui sont hormonodépendants. Ce sont caractérisés par une expression essentiellement des récepteurs aux oestrogènes. Il y a les cancers du sein HER2-like avec une surexpression amplifiée du gène HER2. Et bien sûr, on a développé un troisième sous-type qui est le cancer du sein de phénotype basal-like ou triple négatif, ou lorsqu'on a les récepteurs oestrogènes négatifs, progestérone négatif, et lorsque on a les récepteurs négatifs. Ces classifications vont permettre d'abord de déterminer le type de traitement complémentaire à la chirurgie et bien sûr d'affirmer le pronostic. On sait que le laminal A est de bon pronostic, les laminal A, et B, moins bon pronostic. Par contre, le cancer du sein HER2-like et les triples négatifs sont de mauvais pronostics. Alors, donc voilà les 4 stades. Le stade A, les stades moléculaires. Le luminal A, c'est lorsque les récepteurs oestrogènes sont fortement positifs et les récepteurs à la progestérone sont positifs et leur test est négatif. Là aussi, associé à une prolifération tumorale KI qui est diminuée et un grade 1 ou 2 au niveau de Scrab-Bloom-Richardson. Pour le laminal B, bon, les récepteurs aux oestrogènes sont plus faiblement positifs et parfois les récepteurs à la progestérone sont négatifs. Par contre, dans le laminal A, les deux sont positifs. Et là aussi, lorsque on classe un laminal B, lorsqu'on a des récepteurs positifs avec une KI qui est fort ou un grade 3. Par contre, lorsque les récepteurs à l'HER2 sont positifs, on parle donc bien sûr soit d'un HER2 positif avec des récepteurs hormonaux négatifs, ou bien lorsque on a un HER2 positif et un HRH+ positif et un grade 3. Donc là, il est classé HER-like.
Par contre, pour les triples négatifs, ce sont les récepteurs oestrogènes qui sont négatifs, le récepteur progestérone négatif et les récepteurs alertceptine qui sont négatifs. Alors là aussi, ces tests de signature génomique, ou bien ce qu'on appelle l'oncotypage, qui malheureusement coûte cher, il y a plusieurs oncotypages. Le plus fréquent, c'est l'américain, l'oncotype DX, où on évalue 21 gènes. Et lorsqu'on a un Q-off test qui est inférieur à 11, on dit que la patiente est un bon pronostic. Il y a le PAM 50 où on utilise 50 gènes aussi. Malheureusement, ça coûte très cher. C'est aux alentours de 2000 € à peu près pour faire cette classification. Alors, ces tests génomiques sont très importants pour les stades de début. Par exemple, lorsqu'on est au stade 1, où on a un T1, M0, M0, où donc on peut, si on a un oncotest moins de 11, on peut ne pas faire de traitement systémique, par exemple. Alors, on définit deux types de stades. On a parlé de stade anatomique TNM et le stade pronostic défini par le TNM et la détermination de ces trois critères, le grade histopronostique, le statut des biomarqueurs qui sont les récepteurs oestrogènes, récepteurs progestérone et le HER2 et donc l'oncotypage. Alors, concernant le pronostic du cancer du sein, le cancer du sein dépend, donc le pronostic dépend essentiellement de la taille tumorale. Plus on voit les patientes au stade de début, donc une tumeur de 1 cm, de 0,5 cm, de 2 cm et de très bons pronostics. Une tumeur de 3 cm, moyennement, lorsqu'on dépasse 3 cm, 4, 5 ou au-delà, le pronostic est moins bon. Donc, il y a des facteurs pronostics qui sont liés à l'état général de la patiente. Bon, la taille tumorale, on insiste beaucoup, c'est dire l'intérêt du dépistage et du traitement précoce. L'expression tumorale, c'est-à-dire l'extension tumorale, le stade, ça va de soi, lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire, le pronostic est déjà moins bon. La notion de la poussée évolutive, le PF3, est de très mauvais pronostic et donc qui impose une chimiothérapie première. L'exérèse tumorale, alors l'exérèse doit être faite par des spécialistes. Il faut une exérèse large avec une couronne de sécurité. Bien sûr, donc c'est les structures envahies, l'expansion éventuelle au-delà de la zone d'exérèse, le reliquat tumoral plus ou moins 2 cm, l'extension aux organes de voisinage, essentiellement la peau, le muscle grand pectoral ou la paroi thoracique. Et puis, il y a les facteurs pronostiques qui sont histopronostiques. Le histologique, on sait que les tumeurs, donc l'adénocarcinome in situ isolé est de plus bon pronostic que le carcinome invasif. L'exérèse, est-ce que l'exérèse est histologiquement complète ou non? Parce que là, sur la pièce opératoire, on va vous dire que les ou pas. Si jamais, bien sûr, on perd opératoire, on fait un examen. Et si les berges sont envahies, on fait donc un élargissement du lieu tumoral. Les limites d'exérèse tumorale, c'est très important. Le grade de Richardson, grade 1 ou 3, d'accord, en fonction de la maturité. L'extension ganglionnaire est un facteur pronostic très important. L'envahissement histologique, N+, est de mauvais pronostic. La présence de nombre de ganglions sur le nombre total, la rupture capsulaire, les foyers néoplasiques en dehors des ganglions et les emboles vasculaires sont de mauvais pronostics. Les facteurs d'agressivité tumorale, le KI67, lorsqu'il est surexprimé, c'est un facteur de mauvais pronostic. Les récepteurs hormonaux, lorsqu'ils sont présents, ils sont de bons pronostics. La surexpression du gène HER2 et l'oncotypage, bien sûr, pour les tumeurs de petite taille. Alors, les signatures génomiques, dans la TNM, alors lorsqu'on a une tumeur de petite taille, classée stade 1A, par exemple, c'est-à-dire une tumeur de moins de 2 cm avec N0 et M0. Là, pour les tumeurs T1, T2, N0, M0, récepteurs oestrogènes positifs et récepteurs progestérone positifs, et lorsque les récepteurs à l'herceptine sont négatifs, lorsque le grade est 1 à 3 de Scravlon, et lorsque on a un oncotype inférieur à 11, c'est
bas risque. Là, on parle d'une tumeur de petite taille. Donc, la tumeur est classée stade 1A. Et il est de très bon pronostic. Donc, l'exérèse se confie à un traitement conservateur. Donc, bien sûr, le ganglion va être, la patiente bénéficiera d'un traitement conservateur au niveau du sein et au niveau des ganglions, et elle ne bénéficiera pas de traitement complémentaire. Lorsque, pour les autres tumeurs, c'est en fonction du stade, de T2, à partir du T2, ou lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire. Donc, pour les autres combinaisons de grade ou de statut HR2, donc là aussi intervient dans les décisions thérapeutiques. L'intégration de la biologie sur la classification post-PNL, il y a 3 catégories de points de vue thérapeutiques pour les patients qui ont des récepteurs oestrogènes positifs et les récepteurs négatifs. Ceux-là peuvent bénéficier d'une hormonothérapie. Pour les HER2 positifs, il y a l'indication en plus des thérapeutiques ciblées par l'herceptine. Et lorsqu'on a le triple négatif, là, donc, c'est des protocoles de chimiothérapie préopératoire ou donc néoadjuvantes qui sont indiqués. Alors, l'identification de nos cancers du sein avec excellent pronostic, qui sont définis par les signatures génétiques, qui sont donc les tumeurs stade 1A, qui sont de très bons pronostics, on survit à 5 ans de presque 100%. Pour les autres examens de valeur prédictive, il y a d'autres études, par exemple, études du statut du gène du topo isomérase H2 de petit a, et qui permet d'évaluer le traitement. Donc, la réponse au traitement par les anthracyclines, surtout chez les femmes qui ont un HR2 positif. Alors, ces marqueurs peuvent nous prédire quel type de chimiothérapie utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser des protocoles avec anthracycline ou pas? Il y a d'autres, tels que la mutation du gène P53 pour la suppression de la tumeur, qui signe une agressivité tumorale plus importante. Il y a aussi une étude concernant les récepteurs des facteurs de croissance à l'épiderme, et donc, donc bien sûr, l'étude de la densité des micro-vaisseaux. Alors maintenant, la prise en charge thérapeutique. On a bien sûr le bilan d'extension. Il faut donc une réunion en concertation multidisciplinaire, qui est donc ce qu'on appelle la RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, qui comprend bien sûr la patiente, parfois sa famille, essentiellement un chirurgien, gynécologue, plasticien, un oncologue médical, un oncologue radiothérapeute, un anatomopathologiste, qui est très important aussi, et parfois on a recours à des spécialistes de l'imagerie pour aider pour la décision thérapeutique. Tous les dossiers doivent être pris en charge pour un cancer du sein en concertation pluridisciplinaire. Et donc, cette concertation va fixer la stratégie thérapeutique. Le cancer du sein, c'est une stratégie, c'est-à-dire, au début, on va faire soit une chirurgie première, donc un traitement loco-régional, puis un traitement systémique. On va faire les cures la première année, la deuxième année, troisième année. Donc, on va établir toute la stratégie sur les 2 ans à suivre et expliquer à la patiente que le traitement ne suffit pas, par la chirurgie seule ou la radiothérapie seule, ne suffit pas, et qu'il y a des traitements qu'il faut suivre, et que c'est la survie à 5 ans qui nous permet de dire est-ce qu'il y a guérison ou pas. Voilà, donc la prise en charge, on a dit qu'il est défini en accord avec la patiente et sur la base de l'avis de tout le monde en réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, quels sont les principes du traitement? Alors, d'abord, il faut conduire un traitement adapté à la patiente et à un stade de la maladie. C'est en fonction du bilan d'extension. Il faut être le plus efficace possible et le mieux toléré possible. Maintenant, on fait de moins en moins de chirurgie radicale, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne sert à rien de faire des chirurgies radicales. Et bien sûr, on voit l'essor de l'oncoplastie, on va le voir dans la thérapeutique. Enfin, il faut proposer le traitement le moins cher possible,
et bien sûr réduire le risque de complications et de séquelles thérapeutiques. Grâce maintenant au ganglion sentinelle, on fait moins de curage excessive. Lorsque le ganglion sentinelle est négatif, on peut se contenter de dire que le curage est négatif et de ne pas faire le par contre. Lorsque le ganglion est positif, on terminera par un curage complet. Et bien sûr, il faut penser à préserver la qualité de vie de la patiente. Donc, le traitement a connu plusieurs progrès. Tout d'abord, grâce au traitement précoce et actuellement dans tous les centres au monde, pour les tumeurs de moins de 3 cm, donc le traitement loco-régional est conservateur. On conserve des seins. Il y a des procédures d'oncoplastie qui associent une exérèse carcinologique à une exérèse esthétique et qui donnent de très bons résultats thérapeutiques. Il faut insister grâce aussi au dépistage précoce et l'efficacité des traitements qui sont définis par les possibilités de guérison, grâce donc bien sûr au progrès qu'a connu la radiothérapie, la plurithérapie, les traitements systémiques, la possibilité d'un effet palliatif. Alors, les objectifs du traitement sont d'abord l'exérèse orale carcinologique, alors qu'il y a des critères précis pour chaque cancer. Alors, pour le cancer du sein, il faut une exérèse tumorale totale avec une déberge saine, donc une marge de sécurité d'au moins 2 cm. Et actuellement, dans tous les centres où on travaille, lorsqu'on fait une exérèse chirurgicale large, donc il y a l'endomopathologiste qui fait une étude extemporanée des berges pour nous dire est-ce que les berges sont saines ou pas. Lorsque les berges ne sont pas saines ou lorsqu'il y a des carcinomes ou des micro-invasions, on peut faire un élargissement. Le curage ganglionnaire doit être fait convenablement, soit donc grâce au ganglion sentinelle, par le repérage, ou bien donc lorsqu'on n'a pas les moyens de le faire, un curage ganglionnaire pour décliner. La lutte contre les micrométastases, c'est le traitement systémique grâce à l'hormonothérapie, grâce à la chimiothérapie, aux thérapies ciblées. Et bien sûr, on fait tout pour éviter les récidives et les métastases grâce à une surveillance bien conduite. Quels sont les moyens thérapeutiques? Alors, tout d'abord, on a dit que le traitement du cancer du sein comporte 2 volets. Il y a le traitement loco-régional, c'est la chirurgie et la radiothérapie. Alors, pour la chirurgie, c'est une chirurgie qui peut être curative. On fait ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice. Ça veut dire qu'on conserve le sein. Alors, on peut proposer soit une tumorectomie, une quadrantectomie ou une zonectomie en fonction de la localisation de la tumeur. Actuellement, grâce à l'association des procédures de chirurgie esthétique et de chirurgie carcinologique du sein, on fait ce qu'on appelle des oncoplasties et c'est comme ça qu'on a élargi cette chirurgie conservatrice, même pour les tumeurs qui ont plus de 3 cm ou parfois même jusqu'à 5 cm avec des facteurs pronostiques. Et bien sûr, l'exploration chirurgicale des ganglions, bien sûr, elle se fait grâce au repérage par le ganglion sentinelle, par le bleu ou par donc en radioisotope. Et lorsque le ganglion est négatif en extemporané, on arrête le curage. Lorsque le ganglion sentinelle est positif, bien sûr, on va vers un curage ganglionnaire complet, donc qui permet d'éviter donc les 3 étages de Berg, en permettant un évitement. Il faut voir la veine, donc le trépied, la veine axillaire à nu, le pédicule du grand dorsal et le nerf et le pédicule du nerf grand dentelé. La chirurgie peut être radicale, donc quelquefois, lorsqu'on est devant un stade plus avancé, un stade donc on est obligé, lorsque la tumeur est plus de 5 cm, où on peut être amené à faire une mastectomie totale avec un curage, c'est ce qu'on appelle le pâté. Alors actuellement, on fait moins de pâté, on fait ce qu'on appelle des mastectomies réglées, ce qu'on appelle des mastectomies partielles, grâce à ces procédures d'oncoplastie. Lorsqu'on a une femme qui a de gros seins, de gros volumes,
on peut associer une chirurgie de réduction et donc on peut faire une chirurgie radicale. Le hashtag donc de se fait de moins en moins, sauf dans quelques cas de récidive ou bien lorsqu'il y a une atteinte chez l'homme. Donc, cette chirurgie peut bénéficier soit d'une reconstruction mammaire immédiate par oncoplastie mammaire, ou bien par une chirurgie réparatrice différée grâce à la reconstruction mammaire, voire même des prothèses mammaires. Et c'est comme ça que donc pour la chirurgie curative est actuellement donc presque plus de 80% conservatrice. Cette chirurgie peut être par voie palliative pour améliorer la qualité de vie. On pourra proposer des mastectomies de propreté lorsque la tumeur est localement avancée et lorsqu'elle est abcédée ou hémorragique. Et parfois, on peut proposer des chirurgies de complications ou de séquelles lorsque, par exemple, il y a des rétractions des tendons ou bien lorsqu'il y a des gros bras. Alors, on a dit que la conservation mammaire doit être privilégiée. Donc, le choix entre mastectomie partielle ou totale, selon les possibilités d'exérèse, en berge saine et en concertation avec la patiente, bien sûr. Et bien sûr, en cas de mastectomie totale, la patiente doit être avertie de reconstruction mammaire et la reconstruction immédiate n'est pas préconisée en cas de radiothérapie ou de chimiothérapie post-opératoire. Et bien sûr, l'oncoplastie mammaire, grâce aux nouveaux procédés, et donc bien permet de conserver plusieurs cas où la mastectomie était indiquée. L'exploration chirurgicale des ganglions axillaires est systématique en cas de cancer invasif. Et donc, en premier lieu, on commence par les techniques de recherche de ganglions sentinelles. Et en cas d'envahissement, on complète par un évidement, par un curage axillaire. Donc, la chirurgie n'est qu'un des volets du traitement loco-régional. Le deuxième volet, c'est la radiothérapie. La radiothérapie qui peut être soit en curithérapie ou en radiothérapie externe, elle peut être curative ou palliative. Cette radiothérapie peut être externe, donc radiothérapie externe, donc fractionnée avec des séances et une dose qui ne dépasse pas donc 65 Gray. Alors, la curithérapie en source scellée aussi, c'est pour diminuer les fréquences, et la radiothérapie ciblée aussi, et sont de nouveaux procédés pour faire donc soit un boosting au niveau du lit tumoral, soit faire une radiothérapie post-opératoire immédiate. Alors, l'irradiation post-opératoire de la glande mammaire est systématiquement indiquée en cas de traitement conservateur. Et bien sûr, lorsqu'on fait un traitement conservateur, on peut parfois laisser des repères, donc des clips au niveau du lit tumoral, permettant aux radiothérapeutes de faire des boosts au niveau de ces zones-là. L'irradiation complémentaire de certaines aires ganglionnaires de drainage, selon les situations, bien sûr, lorsque le curage, lorsqu'on a des ganglions qui sont assez avancés et qui sont adhérentes à la veine axillaire ou à l'artère, ou on peut pas, ou en cas de magma adhérentiel, donc dans ce cas-là, on peut irradier le creux axillaire. Après la mastectomie totale, la radiothérapie sur la paroi thoracique peut être indiquée pour les tumeurs au-delà de T3 et T4. L'irradiation axillaire majeure les complications leucorégionales, peut donner des gros bras, qui présentent parfois des handicaps pour la patiente, mais elle peut être indiquée dans quelques cas particuliers. Et bien sûr, actuellement, on voit le développement de la radiothérapie en dose unique, en péropératoire, qui est lors d'une tumérectomie du sein. Elle pourra remplacer dans l'avenir de façon efficace la radiothérapie externe du sein pour les cancers du sein au stade précoce. Donc voilà pour le traitement loco-régional. La chirurgie qui doit être conservatrice, donc c'est la tumérectomie avec le curage et la radiothérapie, bien sûr, soit en radiothérapie externe, soit en curithérapie, soit en radiothérapie ciblée. Le deuxième volet, c'est le traitement systémique. On a dit que le cancer du sein est une maladie générale. Donc le traitement spécifique du cancer constitue le deuxième volet, c'est la chimio, hormono et immunothérapie
ou donc thérapeutique ciblée. Donc il y a beaucoup de protocoles en fonction des écoles, en fonction des centres. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, ils sont utilisés, peuvent être utilisés dans un but curatif, soit seul, soit en association au traitement locaux régionaux. Le traitement, donc le traitement systémique peut être adjuvant, c'est-à-dire il est fait après le traitement loco-régional, ou bien il peut être néoadjuvant en premier devant une tumeur, par exemple, triple négatif. Il faut faire un traitement systémique néoadjuvant avant d'opérer ces patients. Ou bien lorsqu'on a une tumeur de plus de 4 ou 5 centimètres et qu'on vise un traitement conservateur, on peut proposer un traitement systémique néoadjuvant. Mais pour les tumeurs classées triple négative, la chirurgie a une place secondaire. Donc, il faut faire un traitement systémique d'abord. Alors, donc, les différents traitements spécifiques du cancer sont de plus en plus intriqués, d'où l'aspect pluridisciplinaire de cette cancérologie. Actuellement, on voit bien sûr l'impact des thérapeutiques ciblées grâce à l'RCT. Le traitement systémique post-opératoire est indiqué selon les facteurs pronostiques associés aux facteurs prédictifs et de réponse au traitement. L'hormonothérapie est indiquée pour les patients qui ont des récepteurs œstrogènes positifs et bien sûr ne peut être prescrite qu'en cas de tumeur hormonosensible, donc l'expression des récepteurs. La chimiothérapie adjuvante n'est indiquée qu'en cas de facteurs de mauvais pronostic, au-delà du stade T1. Donc la chimiothérapie donc chez les femmes jeunes. Par contre, chez la femme âgée plus de 50 ans qui a des récepteurs, l'hormonothérapie suffit. Les thérapeutiques ciblées, ciblant bien sûr les récepteurs HER2, tels que beaucoup de traitements qui sont sur le marché, et bien sûr lorsque ces récepteurs allergétiques sont positifs. Il y a d'autres traitements qui sont non spécifiques de cancer, tels que les inhibiteurs de la résorption osseuse pour éviter donc une ostéoporose et des fractures. Il y a les correcteurs ou les protecteurs des effets adverses du traitement, par exemple les antiémétiques, par exemple, les transfusions en cas d'anémie. La prise en charge de la douleur est un point très important et nous terminerons bien sûr par la prise en charge psychologique qui doit faire partie, prise en charge globale du malade, donc les problèmes psychologiques qui peuvent être sous forme de dépression, d'anxiété, et c'est de dire le rôle du médecin pour écouter la patiente, être attentif à sa détresse et donc lui expliquer, savoir annoncer sa pathologie et donc faire ce qu'on appelle l'observance du traitement, c'est-à-dire proposer la stratégie thérapeutique avec la patiente et l'accompagner durant toutes les étapes de la chirurgie, l'hormonothérapie, la radiothérapie et toutes ces étapes doivent être accompagnées avec la patiente. Alors bien sûr, qui dit traitement, donc la surveillance d'abord au cours du traitement, il faut contrôler la tolérance du traitement, il faut voir l'évolutivité du cancer et adapter le traitement à la tolérance de la patiente. Après le traitement, il faut assurer le suivi au traitement. Donc, un suivi tous les 15 jours durant le premier mois, puis tous les mois durant les 6 mois, puis tous les 3 mois les 2 premières années, et après, une fois par an, jusqu'à 5 à 10 ans. Il faut déceler les rechutes donc locaux-régionales, évaluer les effets secondaires des traitements, surveiller les séquelles et les complications, et bien sûr, le plus important, est d'évaluer les résultats et réaliser le plan dans la prise en charge. La surveillance repose sur l'examen clinique régulier, les marqueurs tumoraux, le CA 15-3 ou 19-3 aussi, qui peuvent être 15-3, qui est très important pour la surveillance, et bien sûr une mammographie annuelle chez toute femme qui a un cancer. Alors, nous terminerons par la prévention et le dépistage. Alors, prévention des cancers, c'est l'ensemble des mesures qui permettent de prévenir l'apparition d'une tumeur maligne ou le développement d'une tumeur localisée. Donc, il y a la prévention primaire qui a pour objectif d'éradiquer les causes des cancers, et ça, c'est très difficile de réaliser
une prévention primaire. Il y a la prévention secondaire qui repose sur le traitement, sur le dépistage et le traitement des états précancéreux, les lésions prémioplasiques, les carcinomes in situ, la maladie de Paget du sein. La prévention tertiaire, alors là, repose sur le dépistage et le traitement au stade localisé et asymptomatique. Donc, c'est dire la prévention secondaire et la prévention tertiaire qui relèvent de pratiques très similaires sont logiquement regroupées sous le qualificatif du dépistage. Lorsqu'on dépiste une patiente à un stade 1, donc c'est l'équivalent d'un dépistage, d'une prévention primaire. Nous terminons par les types de prévention primaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est bien sûr, il faut soustraire l'individu aux facteurs cancérigènes, l'exposition médicale, l'exposition médicale à certains traitements cancéreux, les radiations ionisantes, les oestrogènes à forte dose et à une exposition très, très importante, les agents anticancéreux, l'immunosuppresseur aussi, les facteurs de l'environnement tels que la pollution atmosphérique, la pollution industrielle ou individuelle et les ingrédients cancérigènes aussi. Il y a le facteur de risque de comportement. Il faut lutter contre le tabac et l'alcool et la lutte dans l'obésité. Donc ces trois facteurs-là sont très importants. C'est l'intérêt de l'information et bien sûr donc des médias aussi pour la lutte contre le tabac, l'alcool et l'obésité. La prévention de risques comportementaux qui sont sur l'information concernant ces risques, le traitement médical de l'obésité et les essais de prévention pour les patientes qui sont à risque. On peut donc qui prennent les antioxydants, on peut proposer des antioxydants ou bien les anti-hormones ou des anti-œstrogènes. Ça reste très très discuté. La prévention secondaire, on termine par la prévention secondaire et la prévention tertiaire qui sont d'abord c'est la même chose, c'est le dépistage des lésions précancéreuses et des cancers localisés asymptomatiques grâce au dépistage de masse, au dépistage dans les populations présentant un risque particulier, les populations à risque, les lésions précancéreuses, tout carcinome globulaire in situ, les programmes de dépistage pour les cancers du sein, examen clinique régulier, mammographie tous les 3 ans à partir de 46 ans. Un diagnostic précoce du cancer du sein devant toute symptomatologie clinique, il faut faire un examen clinique, une mammographie, une échographie mammaire et bien sûr des prélèvements histologiques. C'est la seule façon pour essayer de dépister des cas précoces, proposer un traitement esthétique, un traitement conservateur du sein et bien sûr mettre la patiente à l'abri de complications et avoir une meilleure survie, voire une guérison à 5 ans. Et je vous remercie.